Tous les matins sur Espace et sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur notre antenne. On va s'intéresser évidemment à cet autre sujet. On parle d'enseignement supérieur ce matin, mais bien avant, mon cher Diba, ce communiqué qui vient de nous parvenir du ministère de l'énergie et de l'hydraulique et des hydrocarbures, voilà, qui fait évidemment mention à cette interconnexion. Il faut le rappeler. Peut-être que on peut espérer qu'il y aura de nouveau, mon cher Diba Milimono. Oui, tout à fait, cette interconnexion, voilà, on reste avec sur oui. Oui, Diba, allez, il est à l'antenne là, mon cher Atamba, voilà, allez, vas-y. Voilà, ça va très remonter. Projet d'interconnexion, vous savez, il y a eu à un moment donné l'électricité dans les ménages. Ouais. Les gens se posaient la question de savoir, mais quelque chose est sorti du foulard, on ne s'attendait pas. Et nous avons pu quand même approcher nos sources ouvertes et aussi fermées pour comprendre c'était quoi la source d'énergie. Parce que vous savez, actuellement, nous sommes dans un déficit en termes de production. Vous avez les centrales thermiques de Conakry qui fonctionnent à capacité réduite. Et sans rappeler que les thermiques, c'est à peu près 20% du système énergétique guinéen et 80% vient des barrages hydroélectriques. On a fait un peu le bilan ici par rapport à Capowership qui s'était présenté le bateau, sauf que il y a un moment donné on a dit que le bateau allait coûter à la Guinée et nous avons cherché à comprendre alors c'était quoi en fait l'énergie. Nous apprenons qu'il y a eu ce projet d'interconnexion avec le Sénégal, donc il y a un partenariat d'achat d'énergie entre Sénélec et EDG. Alors Sénélec c'est la société sénégalaise d'électricité et alors ça va être un partage. Vous savez, la Guinée à la fois vendeur et racheteur. Le Sénégal aussi la même chose, ils sont vendeurs et racheteurs d'énergie. Donc il y a eu un essai de synchronisation il y a une semaine. Donc cet essai de synchronisation entre les deux réseaux, ils ont envoyé le courant la journée dans certains quartiers. Les gens ont dit mais nous avons le courant, qu'est-ce qui se passe véritablement? Donc c'était la phase de synchronisation. Donc après la phase de synchronisation, bien évidemment, dans les jours à venir, on va s'attendre à un retour progressivement à la normale du courant électrique dans les ménages. Donc ils sont partis au lieu du bateau. Aujourd'hui on traite avec les Sénégalais. Maintenant, sur le tarif, puisque j'ai cherché à savoir est-ce que ça allait coûter combien à la Guinée, et à ce niveau ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire une communication sur le tarif parce qu'il faut être prudent. Il faut être prudent, sinon il y a l'effet boomerang qui de se produire. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore entendus sur le tarif. Parce qu'il faut que d'abord le conseil d'administration de Sénélec valide. Il faut aussi que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité du côté du Sénégal valide le tarif avant de se prononcer sur le tarif. Mais c'est en dessous quand même du tarif que le bateau avait proposé à la Guinée. Parce que n'oubliez pas que dans les travaux qui ont été effectués avec le projet d'interconnexion, aujourd'hui on aura le courant. Maintenant, lorsque la Guinée aussi aura de l'énergie disponible, la Guinée aussi pourra revendre l'électricité aux Sénégalais. Donc, ce qui veut dire qu'il faut attendre la période des grandes pluies pour voir que nos barrages vont revenir à la normale, parce que pour l'instant, vous avez par exemple Kalita, on l'a dit, qui est en train de produire en deçà de sa capacité installée. Vous avez également Swapiti qui est en train de produire en deçà de sa capacité installée. Vous avez Garafiri aujourd'hui qui se retrouve pratiquement dans la même situation. Donc ce qui veut dire qu'il faut attendre pendant la saison hivernale pour voir ces barrages pouvoir produire au même niveau et revendre l'électricité aux Sénégalais. Donc c'est ce qu'on pouvait retenir de la communication du ministère de l'énergie. Maintenant, ce qu'il faut quand même mettre en avant, aujourd'hui on se disait à Boubacar Camara allait avoir beaucoup de problèmes dans le cadre de la gestion. On a vu l'incendie à Tombo 5. Vous savez que Tombo 5 c'était arrivé à un moment à 18 mégawatts. 18 mégawatts qui étaient aujourd'hui produits. On a perdu 10 mégawatts avec une centrale qui a pris feu. Et aujourd'hui, l'enquête est menée pour savoir est-ce que c'est d'origine criminelle. Vous avez vu également du côté de Hamdallah où l'incendie s'est déclaré, les transformateurs, on a perdu les transformateurs et tout. Donc, l'un dans l'autre, c'est un secteur qui a d'énormes difficultés aujourd'hui, d'énormes problèmes. Et à court terme, on avait besoin de 200 mégawatts que pour la zone de Conakry. Avec le projet d'interconnexion, ça peut être une solution pour pouvoir nous sortir un peu de l'obscurité dans laquelle on est plongé. Rapidement, si vous permettez, Lamine, il y a l'autre aspect qu'il faille rappeler, puisque les gens disaient mais pourquoi ils ne vont pas avec le bateau qui peut peut-être profiter à la Guinée. Alors, il faut rappeler qu'au niveau du bateau, au début, on était autour de 10 cents. 10 cents. Et dans les négociations, finalement, Capowership a accepté d'aller autour de 9 cents dollars. Mais sauf que l'État a fait une étude comparative.
Parce que je vous disais par exemple que les centrales thermiques, par exemple, vous prenez Kaloum 5 qui était de 18 MW, on a perdu 10 MW, donc la capacité a baissé. Kaloum 1 qui était de 24 MW, aujourd'hui on est à 6 MW. Kaloum 2 qui était à 26, on est à 18 MW. Et Kipé qui est à 50 MW, aujourd'hui on est à 26 MW. Donc on a une capacité disponible de toutes ces centrales thermiques, on est autour de 68 MW. Ouais. Vous avez Garafiri qui est à 40 MW, qui est à 75 MW. Vous avez Samou qui est à 40, que 0 MW aujourd'hui qui fonctionne. Vous avez par exemple aussi Swapiti qui était à 450 MW, on est à 128 MW qui fonctionne. Et Kaleta qui est à 240 MW, on est à 75 MW aujourd'hui qui fonctionne. Donc énormément de déficit, et pour compenser, il fallait aller vers cette solution. Sauf qu'avec le bateau, il y a eu, d'abord au départ, on disait que c'était 16 MW, 16 cents que le bateau avait proposé, 16. Ouais. Vous savez, avant leur départ, c'était 6. C'était 6 sous Alpha. Donc quand ils sont partis, on a demandé est-ce que le bateau ne peut pas revenir. Donc cette fois-ci, on est venu avec 7 cents. L'État a dit 6. L'État a dit qu'on ne peut pas prendre. C'est trop, on ne peut pas aller sur ça, on ne peut pas s'aligner. Donc de 6, il y a eu des négociations. Des négociations de 16 cents, on est arrivé cette fois-ci à 10. Donc de 10 cents, on a encore continué les négociations, on est arrivé à 9. Ouais. Donc ils ont dit, ok, on va faire une étude comparative. Le tarif proposé par K-Energy est de 7 cents $ par kilowattheure sans carburant. Donc ça, c'est sans carburant. Vous savez, il y a les charges fixes et les charges variables. On va vous donner à 7 cents, mais on ne veut pas prendre en charge le carburant. C'est à vous de payer le carburant. Ils ont dit, c'est beaucoup d'argent. L'État ne peut pas s'aligner. Parce que si on parle, le volume annuel va nous coûter plus de 3211 milliards. Ça allait coûter à la Guinée le total. C'était beaucoup d'argent. Maintenant, ils ont dit, alors si nous partons sur la base de 6 cents, l'État a dit, revenez à 6,34 cents. Si vous revenez à ça, on est prêt à prendre le bateau. Au tarif normal. Tarif normal. Ouais. Ils ont vu que bon, nous, si le bateau part avec ça, nous perdons aussi beaucoup d'argent. C'est une perte. On va faire une production à perte. Alors, ils ont continué les négociations. Cette fois-ci, ils ont dit, si vous arrivez à 6, voilà ce que ça va coûter à l'État, c'est 547 milliards au lieu de 3000. Donc, l'État peut faire de l'économie sur 2000 milliards. Et plus loin, ils se disent, ok, au lieu de 6, on vient à 10. Cette fois-ci, 10, on dit, avec le même volume d'énergie, sur la base de la nouvelle proposition de K-Energy d'un tarif de 10 cents sans carburant, l'État dépenserait au moins avec le carburant 2343 milliards. Donc, et plus, ils continuent encore les négociations. Et cette fois-ci, ils viennent autour de 1843 milliards qui pourraient profiter à l'État. Sauf que dans les tiraillements, aujourd'hui, la primature a décidé de trancher. Baouri, vous l'avez écouté, il avait dit oui, c'est une proposition qui est sur la table, mais l'État n'a pas d'argent, ça risque de nous coûter assez. Sauf que K-Energy aussi, il faut reconnaître, ils se sont fait assez de violence. Ils sont redescendus aujourd'hui à peu près à 8. Mais aujourd'hui, c'est le projet d'interconnexion qui est mis en avant. Évidemment. Et qui pourrait profiter. C'est qui est compréhensible, parce que sincèrement, les caisses sont vides. Les caisses sont vides, ça, il faut le reconnaître. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la subvention, rien que la subvention de EDG, c'est à peu près 3 000 milliards. Les grands 2024. Rien que 2024, c'est 3 000 milliards. C'est beaucoup d'argent. Sans compter la subvention que l'État doit accorder au niveau de l'achat d'énergie de Swapiti, parce que Swapiti, il faut rappeler, est géré par Sogès. Sogeka en même temps Kaleta est géré par Sogeka et c'est détenu par les Chinois. Et les Chinois, il faut rappeler que quand même il y a une chose qu'il faut reconnaître à la junte, ils ont hérité d'une situation catastrophique. Parce que n'oubliez pas que Kaleta, la mine, le contrat avec Kaleta, c'est sur 25 ans. Ils vont gérer pendant 25 ans les Chinois. Et on va continuer à racheter le courant à 10 cents. Incroyable. Swapiti, c'est pendant 40 ans. Pendant 40 ans, c'est le contrat de gestion va tourner autour de 40 années. Donc, si vous héritez d'une telle situation, ça demande assez d'intelligence, mais aussi de gestion parcimonieuse pour pouvoir donner le courant aux Guinéens. Donc, des contrats sont déjà ficelés. Vous ne pouvez pas venir vous les remettre comme ça en question. Ça risque de poser aussi des problèmes avec les bailleurs. Donc, ils ont hérité de cette situation. Et à côté, vous avez les centrales thermiques aujourd'hui qui sont quasiment à l'arrêt parce qu'il n'y a pas eu de maintenance, il n'y a pas eu de gestion responsable des outils. Donc, tout ce cocktail-là est réuni qui fait qu'on a priorisé le RIC, qui est le projet d'interconnexion avec le Sénégal. Et j'apprends que quand même c'est en deçà de ce que propose le bateau, même si à un moment donné, beaucoup estimaient que le bateau pourrait être une alternative. L'un dans l'autre, dans les semaines à venir, la desserte va s'améliorer parce que j'apprends qu'on attend juste que le CA de Sénélec, mais aussi l'autorité de régulation de l'électricité du côté du Sénégal, ils s'entendent avec eux sur le prix
qu'il faille fixer. Bien. Maintenant, sur le prix, Les grandes si gueules. nous communiquons, de l'autre côté, il risque d'avoir des problèmes. Voilà, bien, j'ai bien compris. Allez, Mohamed Ali, pour clore. Oui. Parce qu'on a un autre invité qui s'impatiente. Exactement, Lamine. Je vais aller donc rapidement. Je commencerai par le fait que vous dites que les caisses sont vides, Lamine. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que les caisses soient vides. De toute façon, vous n'en savez pas parce que vous n'êtes pas membre du gouvernement non plus. Donc, je suis en train de dire que les caisses ne sont pas vides parce que lorsque les caisses sont vides, il n'y a pas d'argent dans le pays. On prend des mesures d'austérité. Et bien, on diminue les privilèges, notamment de ceux qui sont responsables, qui nous dirigent. Je n'ai rien entendu des privilèges du gouvernement atténués par-ci ou par-là. Même leur carburant. Un ministre qui vient à une cérémonie laisse sa voiture allumée jusqu'à son départ. Même s'il fait 5 heures, 6 heures, ça gâte rien, le prix de carburant. Les caisses sont vides, ce sont nos caisses qui sont vides, nous, les populations, ce sont nos poches, justement, qui sont vides. Sinon, il y a de l'argent, ils ont pris 5 000 milliards aux banques il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et on demande à 9 000 milliards encore. Ils vont partir à 9 000 milliards encore. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils les ont distribués entre eux là-bas, la mine. Maintenant, je vais parler de l'électricité. Le bateau là, c'est plus grave que tout ce que lui, Djiba est en train de dire par rapport. Ça ne pouvait pas venir en fait. C'est un gros business derrière. J'ai eu l'occasion d'en parler ici. Mais c'était plus grave que tout ça. En fait, ce qu'ils ont proposé, les 10 cents, notamment sur le prix, comme il l'a dit, c'était le coût fixe. C'est-à-dire qu'on payait ça au bateau. Les variables pouvaient monter jusqu'à 12 cents la mine. Donc, ce qui nous ramenait à plus de 20 cents. Quand vous faites le calcul, c'est des millions, etc. Parce qu'il y a 2 types de prix. Premièrement. Deuxièmement, on demandait à l'État de donner une caution, une garantie. Vous savez, c'est comme quand vous louez une maison. On vous demande de donner une caution. C'est-à-dire que ça travaille ou pas, vous quoi qu'il arrive, si demain vous dégradez la maison, l'État devrait payer 25 millions de dollars pour ça. Troisièmement, l'État devrait... Et il faut rappeler qu'en 2018, je crois, avec l'autre, c'était autour de 20 millions de dollars. 18, je pense. Voilà, garantie budgétaire. L'État doit payer aussi la location du bateau. En fait, le bateau va venir accoster. Tant que le bateau est là, vous payez. Parce que le port, ça ne vous appartient pas. Vous voyez, il y avait tout ça qui devrait être payé. On n'a pas voulu, etc. là-dessus. Ce qui fait que la solution du bateau, ce n'est pas comme Alpha Condé l'a négocié, parce qu'Erdogan, c'était par endroit son ami quelque part. Merci beaucoup, Mohamed. Comme ça. Maintenant, l'interconnexion. Ok. Ben oui, on a notre invité qui s'impatiente, mon grand. Ça arrive, voilà. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, notre invité. Depuis sa création en 2009, l'émission est devenue un classique d'espace, accompagnant et fracassant tous les records d'audimat. Elle a attiré plus de 8 millions d'auditeurs chaque jour, en live ou en replay. Les GG ou le talk show qui déshabille les fakes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On en parle évidemment, l'enseignement supérieur, mon cher Tamba. Oui, les étudiants boudent les classes. C'est la grosse question que nous posons ce matin, mon cher Tamba. Et on a un autre invité au bout du fil. C'est bien sûr Mariko Sidibé. Il est le président de l'association des étudiants de Guinée. Mariko, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour à vous, monsieur Lamina Guirassi, et bonjour à tous vos camarades de GG. Très bien, très bien. Alors, monsieur le président, on n'a pas été habitué à cela en Guinée depuis plusieurs années. 2 jours sans cours, qu'est-ce qui vous conduit à une telle décision, une décision aussi radicale? Bonjour à vous, monsieur Tamba. D'abord, si vous me permettez, je souhaiterais d'abord contextualiser ce sujet, parce qu'il est important à rappeler que cette situation prévaut dans notre pays. Il fait de cela plus de 2 années maintenant, 2 bonnes années, qu'il y a beaucoup de soucis relatifs à cette réglementation. Alors, allô? Allez-y. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Depuis le 7 mars, nous, membres du collectif national des étudiants, nous avons commencé à revendiquer face à l'application soudaine de cette réglementation dans plusieurs universités de la capitale et à l'intérieur du pays. Ce qui a même conduit à l'arrestation de 13 étudiants, dont moi-même j'en faisais partie. On a été arrêtés et conduits au commissariat central de Kaloum, et sous menace d'être déférés à la maison centrale, d'avoir revendiqué nos droits à l'époque. À ce moment, il n'y avait pas de ministre. Je pensais que tous les départements ministériels étaient dissous. Et après, dès notre libération, nous avons voulu passer au GG pour pouvoir expliquer, extérioriser ce que nous subissons dans nos institutions d'enseignement supérieur.
Il y a plusieurs médias internationaux aussi qui sont intéressés au sujet, mais nous n'avons pas voulu intervenir pour faire des sorties médiatiques parce que nous estimons que ce problème peut même impacter négativement l'image de notre pays à l'échelle internationale. C'est pour cela, quand je prends des médias comme BBC et RFI qui nous ont appelés, on les a carrément dit que nous ne sommes pas prêts à intervenir actuellement. Parce qu'il faut aussi conserver les acquis du pays. Il faut aussi être dans cette optique. Monsieur Marico, oui, c'est quoi l'élément déclencheur? Pourquoi maintenant vous décidez de sécher les cours sur toute l'étendue du territoire? C'est important de le rappeler. C'est juste des parenthèses pour dire que nous sommes pas dans une optique de brandir tout de suite la violence, mais nous essayons de partir par des méthodes plus pacifiques. Alors, pour aller tout directement à votre question que vous avez posée, c'est face à l'application soudaine d'une réglementation des études de 2019 en remplacement de celle de 2007. Nous sommes des milliers d'étudiants dans plusieurs universités de la capitale comme à l'intérieur du pays. Quand vous prenez l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'université Symphonia et beaucoup d'autres institutions. Nous sommes des promotions qui sont rentrées dans les années 2019-2020. Et quand nous sommes rentrés, il y avait déjà une réglementation, c'est la réglementation de 2007. Nous avons été accueillis et nous avons été informés selon les exigences de cette réglementation, c'était celle de 2007. Nous avons passé toutes nos évaluations, orales et écrites, avec cette réglementation. En 2022 et en 2019, il y a une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur, qui était celle de 2019, qui devrait être appliquée. Mais hélas, nos autorités non seulement ils n'ont pas vulgarisé cette réglementation, aucun d'entre nous n'était informé, en plus forte raison de son application. Nous avons passé tous nos cursus universitaires comme ça, avec nos chefs de département nullement informés, nos anciens nullement informés, parce que nos notations étaient en fonction de 2007. Nous avons nos relevés de notes, dont nous avons déposé même pour des bourses d'études de tout ce qui en suit. Vous verrez que ce n'est que la réglementation de 2007 qui est appliquée à notre système de notation. C'est maintenant, à quelques jours de la sortie, ici, il faut le dire, à quelques semaines des remises de diplômes, quand vous prenez l'université comme l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, que les étudiants sont informés de l'application d'une nouvelle réglementation qui est celle de 2019. Où vous verrez que les étudiants qui ont 6 de moyenne, 6,30, 6,40, 6,25 se retrouvent avec des mentions passables écrites en gras sur leur diplôme. Ce qui a conduit jusqu'à plus de 700 étudiants à Gamal qui ont obtenu la mention passable écrite en gras sur leur diplôme. Quand vous prenez l'université Symphonia aussi, l'université générale Lance la Comté Symphonia de Conakry, vous verrez qu'il y a plus de actuellement 4000 et quelques étudiants qui, avec l'ancien système 2007, ne peuvent pas se retrouver avec des mentions passables, mais avec l'application soudaine d'une nouvelle réglementation dont nullement nous n'avons été informés, ils se retrouvent avec des mentions passables. Pour finir sur cette partie, je vais revenir je vais m'intéresser beaucoup pour ce qui concerne Symphonia. Vous avez sûrement été informé, vous avez suivi l'actualité qu'à Symphonia, c'est la réglementation de 2007 qui avait été appliquée. Pourquoi? Je me rappelle qu'une fois, j'étais en conversation avec une des autorités de Symphonia, que je ne vais pas dire le nom, il m'a dit, nous, à Symphonia, on n'a pas voulu appliquer la réglementation de 2019 parce qu'on sait que les étudiants n'ont pas été évalués en fonction de ça. Si nous allons le faire, les étudiants vont crier. En ce moment, les grèves même n'avaient pas commencé. Mais avec l'arrêté et la décision du ministère qui a demandé le rappel de 6400 diplômes à Symphonia et corriger ces diplômes. Mais comment est-ce que les diplômes ont été rappelés? On a fait comprendre aux étudiants qu'ils vont seulement changer l'arrêté. Mais les systèmes de notation restent intacts. C'est comme les faire croire qu'il n'y aura pas de mention passable. Ceux qui ont bien restent, ceux qui ont assez bien viennent assez bien, ceux qui ont assez bien restent intacts. C'est dans cette optique que les étudiants pensaient que c'était vraiment l'information la plus fiable. Ils ont ramené les diplômes ont été corrigés. Ces étudiants se retrouvent avec des mentions passables non méritées écrites en gras sur les diplômes. D'accord. Alors, Marico, moi j'ai 2 questions. D'abord, vous êtes sorti en quelle année? Moi, personnellement, je suis toujours en cursus universitaire. Oui. Nous défendons la cause estudiantine, même si nous ne sommes pas les sortants. Nous sommes rentrés en 2019-2020. La promotion qui est en train de sortir comme ça. D'accord. Alors, pourquoi je pose cette question? C'est par rapport un peu aux notes. Parce que lorsqu'il y a une nouvelle loi, l'ancienne loi n'est plus appliquée. L'arrêté de 2019 vous souviendra que le travail a commencé depuis 2018 sous Yero. C'est une initiative du ministre Yero Baldé. Ensuite, le travail a été fait et j'apprends que les 18 institutions d'enseignement supérieur ont assisté
évidemment au travail de validation, mais aussi de réaménagement de l'arrêté de 2007 qui a évolué. Parce que l'arrêté de 2007 ne prenait pas en compte le système LMD. Donc c'est pour adapter l'arrêté au système LMD qu'en 2019, ça a été adopté. Et à partir de janvier 2022, il a été demandé à toutes les structures d'enseignement supérieur d'appliquer la loi. Et c'est ce qui est fait. Alors aujourd'hui, le problème c'est que, est-ce que vous pensez que c'est pas vos notes qui changent? Si vous avez 6, vous continuez à avoir 6, mais c'est la mention qui change sur votre diplôme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait aller comme ça parce que c'est la loi qui est appliquée, ou qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au département? Alors, merci beaucoup, monsieur Djiba. Je pense que la question elle est intéressante. Et je vais rappeler que nous ne sommes pas contre la réglementation des études de 2019. Nous estimons même que c'est une très bonne réglementation, car elle va non seulement promouvoir le mérite au sein de nos institutions d'enseignement supérieur, et c'est dans cette optique que nous aussi, étudiants, nous aspirons à avoir des enseignements de qualité. Mais où se trouve le problème? Le problème est que, malgré qu'il y ait eu cet atelier de validation avec le ministère, nous avons aussi appris qu'il y a eu cet atelier de validation, mais nos universités ne se sont pas inscrites dans cette optique pour pouvoir vulgariser le texte et que les étudiants soient informés au moment de leur cursus universitaire du changement du système ou bien d'une nouvelle réglementation déjà qui rentre en vigueur. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vous donne tout de suite un exemple. Il y a déjà les anciens chercheurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui forcément comprennent beaucoup la chose plus que moi. Vous pouvez les demander. Vous verrez les chefs de département qui n'étaient nullement informés de cette application. Nous ne sommes pas contre la réglementation, mais nous estimons qu'on ne peut pas nous appliquer une réglementation des études dont vous n'avez jamais pris des dispositifs nécessaires pour la vulgarisation, dont vous n'avez pris aucune mesure idoine pour que nous soyons largement informés et que nous nous adaptons à ça, et qu'à la fin de nos cursus universitaires, que vous nous appliquez Monsieur Marico, on se retrouve avec des mentions non méritées. Monsieur Marico, il y a un problème. D'abord, il y a une chose. Dans la réglementation 6, c'est bien à bien. C'est pas passable. Maintenant, je ne sais pas si c'est les autorités de Sonfonia, comme vous le dites, qui ont mis passable devant 6. Et l'autre chose, quand vous dites on ne peut pas vous appliquer l'arrêté de 2019, mais l'arrêté de 2007 est mort, ça n'existe plus. Dès lors qu'il y a eu l'arrêté de 2019, automatiquement l'arrêté de 2007 a été abrogé. On ne peut plus l'appliquer. Est-ce que vous avez conscience de cela? Sauf que là-bas, il y a un problème. C'est quoi? Je vais commencer par la première question dont vous avez dit... je prendrai la dernière question dont vous avez dit, dès après la signature de l'arrêté de 2019, de la réglementation des études de 2019, normalement, l'arrêté de 2007 est abrogé. Je suis d'accord avec vous, monsieur, sur ces points. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions sur ces points. De un, de la signature ou de la convention de cet arrêté jusqu'à là où nous en sommes, est-ce que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'universités de 2019 jusqu'à là où nous en sommes, où les étudiants sont sortis, ils ne sont pas sortis avec l'arrêté de 2019. Il y en a. Prenez la 13e promotion de l'université Sonfonia. Ceux-ci font partie bel et bien dans l'intervalle de 2019 jusqu'à 2024. Ceux-ci n'ont pas subi ce qu'on appelle l'application de l'arrêté 2019. Je vous donne un deuxième exemple. Quand vous prenez l'arrêté, la réglementation des études de 2019, vous pouvez parcourir tout le contenu. Prenez les dispositions finales, article 64, article 65. Nullement ce n'est mentionné que cette réglementation s'applique seulement qu'aux universités, qu'aux institutions d'enseignement supérieur public et supérieur public. C'est-à-dire que cette réglementation s'applique à toutes les institutions d'enseignement supérieur, en vocation scientifique, recherche et de documentation. Alors, et les universités privées? Je ne laisse pas les discrédits aux universités privées, je défends tous les étudiants de même énergie. Alors, ceux-ci ne sont pas des étudiants guinéens? Ceux qui sont sortis en 13e promotion sont-ils aussi pas des étudiants guinéens? Bien. Marico, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Daouda Ahmed. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la situation dans les institutions d'enseignement supérieur à travers... C'est quoi la revendication? Est-ce qu'aujourd'hui, vous demandez qu'on rapporte l'arrêté de 2019? Est-ce que c'est cela votre revendication? Notre revendication, c'est quoi? Notre revendication, il y a déjà des universités, comme l'université Julius Nyerere de Cancan,
comme l'université de l'Abbé, qui sont déjà adaptés, s'il faut le dire, à la réglementation de 2019. Parce qu'il y a eu, si on comprend avec nos échanges avec nos camarades, il y a eu assez de communication sur la réglementation. Ces universités, nous pouvons comprendre. Mais les universités comme Gamal Abdel Nasser de Conakry, où les étudiants, les autorités, parce qu'il faut le dire, où les étudiants n'ont nullement été informés de l'existence de cette réglementation, ni de son application. Quand vous prenez l'université... je ne vous saisis pas. Mon ami, votre problème est à quel niveau concrètement? Non, en fait, votre problème... On est sur la revendication, Tamba, si tu permets. Ok, vas-y. La revendication, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Nous demandons que l'arrêté de 2007 soit appliqué aux étudiants sortants. Et aux étudiants qui sont en demi-parcours de l'ESTIC, c'est-à-dire les étudiants de la 3e année. Sidibé, c'est que ça, ce n'est même pas bon pour vous. Monsieur Marico, je pense que ce que vous demandez là, ce n'est pas bon pour vous. Pourquoi? Parce que cet arrêté déjà a cessé de produire effet. Votre diplôme portant mention de cet arrêté risque de ne pas être reconnu ailleurs, parce qu'en Guinée, ce n'est pas valable, il n'y a pas de référence. En fait, j'ai l'impression que vous demandez quelque chose qui n'existe pas. Deuxièmement, vous dites que Cancan, l'Abbé et d'autres universités ont été amplement informés de l'application de l'arrêté de 2019, donc vous pouvez comprendre. La revendication porte pour ceux qui n'ont pas, si je peux interpréter ce que vous avez dit, les responsables d'université qui n'ont pas bien fait leur travail parce qu'ils ne vous ont pas suffisamment informé. Vous n'étiez pas au courant en réalité. Sauf que, il est dit, monsieur Marico, vous devriez le savoir, la loi, une fois publiée au journal officiel, est censée être connue de tout le monde. On n'a pas besoin d'organiser une campagne dans les universités pour vous informer. Moi, je pourrais vous demander, est-ce que vous êtes allé, est-ce qu'avant vous êtes allé à la direction vous informer quel arrêté on appliquerait à vos diplômes? Si eux, ils ne vous ont pas informé, est-ce que vous êtes allé vous informer puisque vous êtes le responsable des étudiants? Alors, c'est donc d'abord j'ai envie de vous dire sur votre passage. Nous ne demandons pas une chose impossible. Non. Nous demandons une chose qui est bel et bien possible. Parce qu'au-delà des textes, au-delà des règlements, il faut savoir que l'application soudaine de cette réglementation met en péril les carrières post-universitaires de plus de 6 000 étudiants. Nous sommes vraiment d'accord pour le respect strict de ces réglementations d'études, mais nous estimons ce que nous proposons d'abord. Il faut que cette fois-ci, nos institutions d'enseignement supérieur les plus touchées par cette réglementation essayent d'adopter et de conformiser la réalité de leurs institutions d'enseignement supérieur conformément à cette réglementation. C'est-à-dire, il faut d'abord voir, est-ce que l'application de cette réglementation de 2019 à la promotion sortante... Monsieur Sidibé, je crois qu'on a compris cette logique, cette crainte sur les carrières post-universitaires qui ne sont par ailleurs pas ouvertes à tout le monde. Et là, il faut avoir un mérite particulier. Moi, ma question, parce que j'en ai deux, mais la première est toute petite. Est-ce qu'il y a une incidence de cet arrêté-là sur vos notes, c'est-à-dire vos performances académiques? Est-ce qu'elles sont affectées par un arrêté? C'est ma première question. Monsieur Tamba, est-ce que vous pouvez répondre? Je pose la question de savoir, est-ce que l'arrêté a une incidence sur vos performances académiques? Effectivement, monsieur Tamba. Si aujourd'hui, en quoi? Expliquez-moi. Allô? Expliquez-moi en quoi? Comment? Ok. Si vous voyez qu'il y a tous ces soulèvements dans les universités, c'est parce que l'application de cette réglementation a directement un impact sur notre système de notation. Vous avez devant vous forcément des grilles de notation où vous avez des notes littéraires et des notes littéraires et des notes littéraires et numériques. Quand vous regardez ça directement, si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre parce que vous verrez là-bas que 6 de moyenne, que c'est la mention assez bien, sauf que ce n'est pas le cas. 6 de moyenne n'est pas la mention assez bien. On fait la note cumulative, ce n'est plus la note pondérée, on fait la note cumulative. Ils ont ces systèmes de calcul dont je ne vais pas rentrer en profondeur parce que je ne suis pas largement informé pour pouvoir le faire tout de suite. Regardez, M. Tambassé, ce dont je vais vous donner comme élément de réponse. Quand vous prenez l'arrêté de 2019, il y a une particularité que je vais vous dire. Dans l'arrêté de 2019, il est dit, et il est appliqué dans des institutions comme l'ISIC de Kuntia, quand un étudiant
partent en session. Normalement, beaucoup d'entre vous déjà qui ont fini les études, ça fait longtemps, un étudiant qui est sessionnaire ne peut pas aller au-delà de 5 de moyenne. Mais dans cette réglementation de 2019, il donne la latitude à un étudiant d'aller même au-delà de 5 de moyenne lors de la levée de la session. Nous n'avons pas bénéficié de ces privilèges. Nous n'avons pas été évalués en fonction des exigences de cette réglementation. Et son application a négativement impacté notre système de notation. C'est ça le problème. Notre système de notation est vraiment impacté. Alors, le problème dont il est question, vos notes ne changent pas. Si vous avez 6, vous avez 6. Ce qui change, c'est la mention qui change. Justement, c'est là un peu l'incompréhension aussi du département pour dire non, nous ne touchons pas vos notes, mais on applique l'arrêté par rapport aux mentions. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes d'accord. Monsieur Guiba, nous sommes d'accord que la réglementation de 2019 soit appliquée. Nous ne sommes pas contre cette réglementation. Je me répète pour toutes les personnes qui nous écoutent. Les étudiants guinéens ne crient pas parce qu'il y a une nouvelle réglementation. Toute réglementation qui va dans l'amélioration de nos conditions de vie, dans la performance du système éducatif, nous sommes d'accord, nous sommes prêts à les accompagner. Mais une réglementation qui s'applique à notre système de notation et qui change négativement notre système de notation en nous attribuant des mentions donc qui ne reflètent pas notre niveau d'études, nous ne pouvons pas. Comprenez, c'est ça notre position. Ce n'est pas l'application de la réglementation, mais le fait que l'application de la réglementation a eu un impact très négatif sur notre système de notation. Nous ne sommes pas dans une optique de promouvoir la médiocrité. C'est vraiment de l'excellence qu'on demande, mais notre système de notation, il faudra bien aussi que nous prenions ça en compte, parce que c'est avec ça que nous allons poursuivre nos études post-universitaires. Un étudiant qui a déjà la mention passable écrite en grâce sur son diplôme, qui a 5 de moyenne, pensez-vous que c'est vrai que l'enseignement supérieur doit être sélectif, mais pensez-vous que cet étudiant pourrait avoir un avenir maintenant pour pouvoir suivre ses études post-universitaires? Mais quand même, Tamba, s'il te plaît, mais quand même, monsieur Mariko, à chaque rentrée universitaire, on sait quand même qu'il y a des journées d'accueil qui sont consacrées à des informations qui sont données aux étudiants. Notamment, je crois bien, vous avez bénéficié de cette journée. Est-ce que les journées que vous avez connues n'ont pas été mises à profit pour vous dire le système auquel vous devez être confronté? D'abord, je vous dirais non. Je vais vous donner un élément de réponse. Nous sommes rentrés en 2019-2020. Si j'ai la bonne mémoire, c'était au moment du coronavirus. Nous n'avons pas été accueillis jusqu'à là où nous en sommes. Nous n'avons pas eu la chance, nous quand même, du côté de Gamal comme Symphonia, parce que nous avons fait des réunions pour poser toutes ces questions. Nous n'avons pas eu la chance d'être accueillis au sein de nos institutions d'enseignement supérieur à cause de la maladie Covid qui prévoyait à l'époque. D'accord. Alors, à l'évidence, c'est une doléance que vous posez, puisqu'il y a déjà un arrêté qui en abroge un autre. Vous posez une doléance, même si vous n'y allez pas de main morte. La question, c'est qu'allez-vous faire si vous n'obtenez pas gain de cause? Quelle va être la suite? Est-ce que vous allez vous conformer à la réglementation en vigueur, ou est-ce que vous prévoyez d'autres formes de levée de bouclier? Monsieur Tamba, ce dont j'ai envie de vous dire, d'abord, le boycott des cours, parce que vous l'avez posé, je pense que vous l'avez posé, et cette question est un peu relative à ça. Nous ne sommes pas dans l'optique de brandir la violence au sein de nos institutions d'enseignement supérieur. Et la preuve en est que, quand vous prenez l'application de cette réglementation de 2019 jusqu'à là où nous en sommes, le bilan fait plus de 200 étudiants arrêtés. Le 18 juillet 2022, à Cancan, il y a eu 172 étudiants arrêtés, dont 69 filles. Le 7 mars, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il y a eu 13 étudiants arrêtés, dont 3 filles. Le 16... Allez, on a perdu Mariko. Voilà. Alors on estime que si nous continuons avec des manifestations, c'est nos camarades étudiants qui sont arrêtés et libérés sous des poursuites judiciaires. C'est pour cela que nous avons demandé, le mieux serait d'abord de se retirer, d'arrêter les cours, afin que notre préoccupation soit prise en compte. Ce que je peux lancer à nos autorités universitaires, nous ne sommes pas dans l'optique de se montrer fort envers eux. S'il faut faire une doléance, nous le ferons. Nous sommes pour la réglementation de 2019, mais nous sommes contre que cette réglementation qu'on applique à notre système de notation, qu'elle impacte négativement. Et vous l'avez... Si la réglementation de 2019 s'inscrit dans une optique de conformisation, de normalisation,
de normalisation, de conformisation, nous sommes vraiment d'accord. Très bien. Il y a des canaux pour ça, il y a des entités pour ça, il y a le département, il y a vos autorités. Quelles sont les démarches à date qui ont été prises, notamment consécutivement à l'arrestation de certains des vôtres? Comme je le disais, comme je revenais un peu sur le bilan d'étudiants arrêtés, on a compris que déjà nos autorités, s'il faut le dire, comme ils aiment bien le dire, que même même si nous déplaçons une montagne, ils ne vont pas se reculer. Nous savons bien que ce sont nos autorités, nos pairs. Nous n'avons pas intérêt à continuer à faire de la violence dans nos universités parce que ce sont nous quand même qui perdons avec tant de cours et tout. Nous, depuis le début de ce mouvement, nous avons essayé d'encadrer d'abord les mouvements. Les premiers mouvements ont commencé à Conakry, à Gamal. Moi qui vous parle personnellement, j'ai encadré le mouvement à Gamal afin que le mouvement ne sorte pas hors de l'université. Nous avons mené beaucoup de démarches. Quand vous prenez déjà la CRDG, la conférence des recteurs et directeurs de Guinée, présente les structures de nos recteurs et de nos directeurs. Nous avons essayé d'en parler de la situation avec eux, mais vu qu'il n'y a pas eu d'issue favorable, lorsqu'on a fait un communiqué de manifestation, déjà on nous a dit que nous sommes une association illégitime et non reconnue, ce qui veut simplement dire que cette conférence, nous ne pouvons plus d'abord les adresser. Une conférence qui qualifie déjà de non reconnue, je pense que ça n'en vaut pas la peine de les écrire. Le ministère, déjà, on a déposé un premier courrier depuis au moment que le gouvernement était dissous, afin qu'il puisse trouver de compromis pour que nous puissions sortir de cette crise. Parce que autant le temps avance, nous avons besoin de nos diplômes pour postuler, nous avons besoin de nos diplômes pour s'en servir, afin de pouvoir continuer à divaguer à nos situations. Allez, merci beaucoup en tout cas, mon cher Mariko, d'avoir pris la parole ce matin chez nous. On espère en tout cas qu'une solution sera trouvée le plus rapidement possible. Vous restez avec nous sur Espace. Depuis plus de 15 ans, les grandes gueules d'Espace promettent une parole sans filtre, avec des débats menés dans une logique libre. Les grandes gueules s'énervent chaque jour depuis plus de 15 ans sur Espace. Ici, c'est la voix des sans-voix. Bienvenue dans la première émission talk de Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dernière ligne droite, évidemment, mon cher Diba. On a écouté Mariko, il faut le rappeler, le président de l'Association des étudiants de Guinée. Oui, on l'a écouté, mais Lamine, pour que les gens comprennent ce qui se passe, je pense que c'est l'université Sofonia qui a entretenu tout ça. Ok. C'est eux qui ont entretenu tout ça, puisque 2007, justement, il y a un travail qui a été fait en amont depuis 2018 sur Hiro Baldé. Donc le travail a été fait sur Hiro Baldé. Quand Diaka est arrivé, ils ont trouvé qu'il y avait déjà un travail qui a été fait depuis 2019. Donc l'arrêté de 2019 qui abrogeait toute disposition antérieure, donc celle de 2007. Ouais. Parce que dans celle de 2007, cet arrêté ne prenait pas en compte foncièrement le système LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Alors il a été décidé de faire un travail d'amendement de celle de 2007 et de revoir un peu, d'adapter aux réalités nouvelles. Et c'est le système canadien qui a été appliqué sur nos notes. Par exemple, dans certaines universités, mention assez bien n'existait pas. Si vous regardez dans l'arrêté de 2019, on a retiré mention excellent. Parce qu'avant, on vous donnait mention excellent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a demandé à partir de 2022, janvier 2022, commencer à appliquer l'arrêté de 2019 sur les 18 institutions d'enseignement supérieur, c'est seulement Sofonia qui a continué à donner les notes sur la base de l'arrêté de 2007. Donc, cette année, ils ont sorti 6000 diplômes qu'ils ont donnés aux étudiants sortants. Quand Mme Diaka s'est rendue compte, elle a demandé à ce qu'on rappelle les diplômes. Ouais. Parce qu'il y a eu même des mouvements. Elle a dit, mais comment vous pouvez continuer à donner des mentions aux gens sur la base d'une loi qui est tombée en désuétude alors qu'il y a une nouvelle loi? Il y a un arrêté de 2019. Ouais. Donc les diplômes ont été rappelés, il y a eu des résistances, mais évidemment le bureau des étudiants s'est impliqué pour sensibiliser les gens, comme il le disait tout à l'heure. Ils ont rendu les diplômes. Si vous prenez l'arrêté de 2019, par exemple, si vous avez 8, de 8,49 à 9,00 plus, vous avez très bien. De 7,33 à 7 fort, vous avez bien. De 6,66 jusqu'à 7,00, de 6,66 jusqu'à 7,99, vous avez assez bien. De 5,33 jusqu'à 5,99, vous avez passable. Ce qui est inférieur à 5, vous êtes en échec. Et à date,
il faut rappeler que dans l'atelier d'amendement et de révision des textes, toutes ces institutions avaient un représentant, y compris le syndicat. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre comment les responsables de l'université de Somphonia n'ont pas eu l'idée, l'intelligence d'expliquer ça aux étudiants alors qu'ils étaient à l'atelier d'amendement et de validation de ces textes en 2019. Bien. Et plus loin, à date, il y a un taux de retrait des diplômes à Somphonia. Par exemple, au niveau de la faculté des sciences sociales, sociologie, juste un exemple, total de diplômes reçus c'est 381, total de diplômes retirés à date c'est 320, soit 61 diplômes qui ne sont pas retirés à date. Ça, ce sont les diplômes auxquels on a appliqué l'arrêté de 2019. Au niveau, par exemple, de la faculté des sciences, oui, c'est ça, la faculté des lettres et des sciences de langage, vous avez, par exemple, lettres modernes, 368 diplômes reçus. Vous avez 220 à date qui sont retirés. Bien. 148 ne sont pas venus retirer leurs diplômes. Donc, progressivement, les gens ont compris qu'il faut venir retirer les diplômes. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, on va continuer à appliquer l'arrêté 2019 sur le diplôme des gens, alors que les gens s'attendaient plus à ce que l'arrêté 2007 soit appliqué. Merci et beaucoup, une chose, pour lever tout équivoque, ce n'est pas les notes qui changent, mais c'est la mention qui change. Si vous avez 7 de moyenne, on applique l'arrêté, c'est seulement la mention qui va changer, mais continuer à avoir les 7 de moyenne. Voilà un peu comment la situation est. Je pense qu'il faut plus de pédagogie. On n'est pas en train d'infantiliser les étudiants. Ils comprennent l'enjeu. Ils ont une mentalité assez critique et une capacité d'analyse qui est assez importante. On ne les infantilise pas, mais il faut qu'il y ait une pédagogie au sein de Gamal, mais aussi de Somphonia, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Merci beaucoup, Diba. Voilà, voici donc l'explication. Allez, dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Allez, ce sondage, évidemment, on l'a lancé sur les réseaux, mon cher Diba. Je ne sais pas si tu as les résultats avec toi sur X, entre autres, mais aussi sur YouTube. On a posé la question, évidemment, aux auditeurs ce matin, aux internautes, de voter pour le mur du jour, évidemment. Les chroniqueurs étaient là, Tamba, Jacques Lewa, Diba, Mohamed Ali, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis Daouda Mohamed. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec Poutine. Il est vraiment bizarre. Mais sur le YouTube, je pense qu'il a mis Daouda Mohamed. Voilà, c'est bien cela. Allez, on y va pour le mur. Oui, pour le mur du jour, on a ici les sondages Lamine. Nous avons par exemple Tamba Zakari Milmono qui est à 28,6%. Ça, c'est quelle plateforme? YouTube oui. Non, c'est pas YouTube. Ça, c'est plutôt X. X, voilà. Sur X. Voilà. Nous avons Tamba qui a 28, Jacques Lewa qui a 14, Diba qui a 0, Mohamed Ali qui a 57,1%. Toujours le record. Voilà, donc on poursuit un peu plus loin sur YouTube. Nous avons Tamba qui a 45%, Jacques Lewa qui a 0%, Diba qui a 9%, Mohamed Ali à 9% et Daouda Mohamed à 36%. Waouh. Donc Mohamed Ali vient en tête. Ben ouais. 50%. De l'autre côté. Hein. Oui, justement, si on prend par exemple au niveau de le cumul. Daouda, ça se fait pas ce qui est en train de faire. Si on fait le cumul, Mohamed Ali vient en tête. Il n'y a pas de cumul. Voilà, suivi de Tamba. Mais un peu de garde sur ta rébellion quand même, Mohamed Ali. Voilà. Non, de toutes les façons, il ne maîtrise même pas ses outils de vote. Donc, je ne sais même pas si c'est sur X ou. Tu ne peux pas dire que c'est pas valable. Tu ne peux pas sur X. Je répète encore, sur X, Mohamed Ali a 57,1%. Ça, c'est un record absolu. Il a la majorité absolue. Ça, c'est le vote de la région des Condé. Et sur YouTube, il a 9. Ouais. Donc, on compile les résultats. Il gagne les élections, l'élection présidentielle. Un seul tour. Voilà. Et nous autres, on est battus. Mais sauf qu'on est au-dessus des 5%. Donc, ils vont nous rembourser nos fonds qu'on a utilisés pour nos cautions pour la campagne. Vous-même, vous voyez la réaction du chef de la CENI. Allez, donc la Cour suprême. Bien, il n'y a pas de problème. Et on ne va pas nous voler notre victoire. Bien, Daouda Mohamed, on s'intéresse évidemment les sinistrés de Kaloum. Encore une fois, j'écoutais un peu dans vos éditions d'information. Encore, est-ce qu'on peut dire l'espoir rennais ou pas du tout du côté de Kaloum? Bon,
pas d'espoir qui renaisse en réalité, parce que depuis quelques jours, il y a certains déjà qui ont commencé à travailler sur leur maison. Ce qu'on veut dire, c'est que vous avez entendu hier dans nos éditions, c'est que ce sont des bonnes volontés des Guinéens vivant en Belgique qui sont venus avec quelques sacs de riz et qui sont passés par l'Anguille entre autres. Mais l'autre question, parce que la semaine dernière on en parlait également, c'est bien le passage du ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, qui avait devant les conseillers nationaux avait annoncé que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'engagent à accompagner la Guinée à sortir de cette situation, de cette crise, sur l'incendie du dépôt des hydrocarbures. Mais est-ce que cet engagement de la Banque mondiale et du FMI à accompagner la Guinée, à être du côté de la Guinée, ça va aller dans le sens également de la réhabilitation des bâtisses des particuliers? Ça, c'est une autre question qui se pose aujourd'hui, mais on l'assimile à dire que c'est la bonne nouvelle pour les sinistrés. Mais tant qu'on ne lit pas entre les lignes, on ne se rend pas compte que le problème n'est pas la reconstruction de leur maison aujourd'hui, mais plutôt comment remettre le dépôt. Voilà, comment remettre le dépôt. Allez-y. Il faut dire clairement au Kalumka, prenez votre destin en main. Ouais, bien dit. Prenez votre destin en main quand celui qui te gouverne est plus préoccupé par obtenir et acquérir des immeubles. Et ton sort n'est pas la priorité. Il faut prendre son destin en main. Il faut le dire, parce que Kaloum aussi, c'est ça leur problème. Prenez votre destin en main, allez travailler, trouvez un moyen de vous construire, de vous réaliser par vous-même, jusqu'à ce qu'une lueur nouvelle nous apparaisse. Tamba Zakari Milimono. Eh ben oui, ce garçon méconnaissable. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve demain. Au revoir. J'ai fait un rêve où les artistes comédiens guinéens